Bonjour tout le monde, on va commencer. Et puis là, on va aller dans l'information. Regardez ici. Bon, bonjour tout le monde, on va commencer. On va voir encore des participants. Aujourd'hui, on est reçu d'avoir le professeur Contestier-Nard qui va nous parler de ses différentes approches de recherche. Ou une simple biographie rapide, le professeur Stielnard a fait sa maîtrise à l'Université de Bruxelles. Ensuite, il a fait un doctorat sur l'interprétation abstraite de la programmation concurrentielle. Ensuite, vous avez été chercheur postdoctoral au Software Language Lab 2022, jusqu'à l'arrivée en 2022 à l'UQAM. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci. Donc voilà, ouais, c'est Quentin, je suis arrivé à l'UQAM il y a quasi tout juste un an. Et donc, je vais vous présenter un peu ce que je fais en termes de recherche. Ma recherche au cours de mon doctorat et des années qui ont suivi, c'était principalement axé sur l'analyse de programmes. Et donc, dans le domaine de recherche, notre sujet d'étude, c'est des programmes. Donc, on va faire des outils pour analyser de façon automatique des programmes. Et donc, il y a plusieurs applications. Donc le but, il y a différents buts à l'analyse de programme, mais principalement, on veut détecter des bugs. On veut montrer qu'il y a une absence de certaines classes de bugs dans du logiciel. Donc ça, c'est vraiment l'application typique. On aimerait bien avoir un outil qui peut nous aider quand on programme à dire, ben voilà, ici, peut-être que ça amène à un bug. Donc ça nous permet d'améliorer notamment la qualité logicielle. Qualité pas seulement en termes d'erreurs, donc pas seulement pour détecter les bugs ou prouver leur absence, mais aussi on peut améliorer des performances, on peut améliorer la sécurité dans le logiciel avec ce genre de technique. Et puis ça vient aussi aider au développement du logiciel, donc on peut avoir par exemple dans votre éditeur des informations qui vont dire attention, ce morceau de code-là n'est peut-être pas idéal pour telle et telle raison. Et donc ça c'est ce qu'on peut faire avec l'analyse de programme. Moi, ma recherche, elle s'oriente surtout sur, voilà, c'est quoi l'analyse de programme, quels sont les fondements, quelles sont les techniques d'analyse. Si on regarde des applications de tous les jours qui utilisent des techniques d'analyse de programme, donc je parle ici d'analyse automatique, il y a des analyses semi-automatiques et des analyses manuelles, mais moi je me concentre surtout sur l'analyse automatique, c'est-à-dire on a un programme, on a notre outil d'analyse, on lance l'outil d'analyse et ça nous donne un résultat. Mais par exemple, c'est utilisé dans les compilateurs. Un compilateur, qu'est-ce que ça fait? Ça nous prend un programme dans un langage source, ça applique un ensemble d'analyses et ça nous ressort de ça un programme binaire, par exemple. On a des outils qu'on appelle des linters. C'est par exemple quand vous êtes dans votre IDE, si vous avez vraiment des petits soulignés rouges, c'est typiquement un linter qui va vous dire attention, ici il y a un morceau de code qui n'est pas idéal. Et donc ici on a un exemple assez simple. On a une fonction, on a plusieurs if et en fait il y a deux conditions qui sont les mêmes. Donc on ne va jamais aller dans la dernière condition parce qu'on sera, si elle est vraie, on ne va jamais aller dans cette branche parce que sinon on aurait été dans la première branche. Donc ça indique peut-être une erreur. C'est peut-être que c'est voulu d'écrire le code comme ça, mais probablement que c'est un défaut de code et donc ça va pouvoir aider les développeurs. Et finalement, ça peut aussi être utilisé pour des raisons de sécurité. Par exemple, dans un antivirus, on va vouloir analyser le comportement d'un programme pour pouvoir détecter si à un moment le programme fait quelque chose qui est anormal. Il va écrire des fichiers à certains endroits qui ne sont pas appropriés. Mais à ce moment-là, on peut bloquer l'exécution du programme, par exemple. Donc ça, ce sont des genres d'applications qui utilisent l'analyse de programme. Si on regarde des exemples classiques qui sont souvent utilisés quand on présente l'analyse de programme, faut prendre ici deux exemples. Le premier, c'est le cas de la fusée Ariane 5. Donc, c'est une fusée qui avait été développée par l'Agence spatiale française. À son premier décollage en 1996, la fusée décolle comme il faut et puis après quelques mètres, elle commence à piquer et elle explose. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans cette fusée, quand ils ont développé cette fusée, ils ont pris des morceaux de code de l'ancien modèle de la fusée qui fonctionnait sur une architecture 16 bits. La nouvelle fusée, elle était en 32 bits. Et il y a eu des adaptations qui n'ont pas été faites comme il fallait. Et donc, on se retrouvait à avoir
un overflow d'entiers, donc un entier qui était trop grand pour rentrer sur 16 bits. Et ce qui se passait dans le logiciel à ce moment-là, c'est qu'il y avait une exception qui était levée. Et donc, le système de navigation a planté. La fusée a commencé à piquer du nez et là, elle a explosé. Et donc, ça, c'est un exemple de défaillance logicielle qui a quand même un coût assez élevé. Donc, ça a été estimé à 370 milliards de dollars. Et donc, on aimerait bien pouvoir éviter ça au travers des techniques, par exemple, d'analyse de programme. Dans ce cas-là, ce genre d'erreur, maintenant, peut être détecté automatiquement par certains programmes. Donc, il y a un outil qui s'appelle Astray. Et si vous avez une screenshot de l'outil, c'est un outil propriétaire. Ça vous permet, par exemple, de détecter des erreurs d'overflow. Et donc, avec cet outil, vous pouvez donner un code C et ça va vous dire, attention, ici, il y a peut-être une erreur d'overflow. Donc, ça, il faut faire attention. Donc, ça sont des outils qui sont utilisés par l'industrie pour vérifier du code dans des avions, dans des centrales nucléaires, etc. Tout ça, ça utilise l'analyse de programme. Un autre exemple classique, c'est la faille Heartbleed, qui a été découverte en 2014. Et donc là, ce qui se passe, c'est quand vous ouvrez une connexion et que vous maintenez une connexion SSL TLS avec un serveur, il y a un mécanisme pour vérifier que la connexion est toujours active. Ce mécanisme, il consiste à dire le client va envoyer un message au serveur et dire serveur, si tu es toujours là, réponds-moi avec ce message qui fait autant de lettres. Et donc ici, dans le XKCD qui correspond à cette faille, on a l'exemple, on envoie potato au serveur, on dit serveur, si tu es toujours là, réponds-moi potato, ça fait 6 lettres. Puis on envoie un autre mot, on dit réponds-moi, ça fait X lettres. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est on peut dire, ben, renvoie-moi la chaîne de caractères HAT, elle fait 500 lettres. La faille qu'il y avait dans l'implémentation de Heartbleed, c'est que le serveur il faisait confiance à l'utilisateur sur la taille du mot. Et donc, il ressortait HAT, le mot qui a été envoyé, plus 497 lettres. Et donc, ça donnait lieu à une fuite d'informations. Donc là, on avait un overread, on lisait trop d'informations. Donc ça, c'est aussi une faille qui a coûté assez cher, qui a touché pas mal de personnes. Et il y a des outils qui permettent de détecter ce genre de faille. Donc ici, il y a un outil qui s'appelle Code Sonar. C'est un outil propriétaire à nouveau. Ça, c'est le code de OpenSSL qui contient la faille et l'outil permet de détecter la faille. Il faut savoir qu'ici, en fait, ils ont adapté l'outil après que la faille ait été découverte pour qu'il puisse découvrir ce genre de faille. Il n'a pas découvert avant. Mais une fois que la faille a été découverte, ils ont adapté l'outil pour pouvoir dire, ben, tiens, est-ce qu'on peut, en utilisant notre outil, en faisant quelques petites modifications, on peut détecter ça. Et donc, c'est ce genre d'outils, c'est le genre de technique derrière ces outils sur lesquels j'ai fait ma recherche. L'analyse de programme, c'est un domaine qui est assez vaste. Donc, il y a plusieurs dimensions complémentaires à l'analyse de programme. Donc, on peut avoir des analyses qui sont statiques, dans lesquelles on va juste regarder la structure du programme, on va regarder son code source ou le binaire, mais on ne va pas l'exécuter. On va dire, voilà, j'étudie le programme, mais je ne vais pas regarder son comportement, je vais modéliser son comportement, ou on va avoir quelques exemples, mais je ne vais pas l'exécuter. On a les analyses dynamiques, où là, on va exécuter le programme, on va regarder ce qui se passe, et de là, on va en dériver certaines informations. Il y a des notions de garantie. Qu'est-ce que l'analyse nous garantit? Est-ce que si l'analyse me dit qu'il y a une erreur, est-ce que c'est sûr que c'est une erreur? Est-ce que c'est peut-être une erreur? Donc ça, il y a les notions de complétude et de sûreté qui sont importantes. Il y a la précision d'un outil. Si votre outil vous dit, attention, votre programme, il y a 500 erreurs dedans, mais c'est des erreurs peut-être. Si parmi ces 500 erreurs, il n'y en a qu'une qui est une réelle erreur, on a un faible degré de précision. Si dans ces 500 erreurs, ce sont toutes des vraies erreurs, on a un haut degré de précision. Et donc ça, sont des composantes de l'analyse de programme, à quel point est-ce qu'une analyse est précise. On a la notion de à quel niveau on analyse le programme. Est-ce qu'on analyse une seule fonction? Est-ce qu'on analyse plusieurs fonctions ensemble? Donc ça, c'est ce qu'on appelle intra-procédural dans une procédure ou interprocédural entre plusieurs procédures. On a la notion de la propriété qu'on analyse. Donc, est-ce qu'on analyse quelque chose qui est par exemple lié à la sécurité? Est-ce qu'on analyse le programme pour faire une optimisation? Donc, en fonction de ce qu'on analyse, il y a des différentes techniques. Et puis, il y a l'objet qu'on va analyser.
Donc, on peut, par exemple, faire un modèle mathématique de notre programme et analyser ce modèle-là. Ça, c'est un genre de technique. On peut dire, ben, j'aimerais bien analyser du code C, mais il y a certaines fonctionnalités dans le langage C que je n'ai pas envie de supporter parce que c'est trop compliqué. Et donc, on va simplifier le langage qu'on va analyser. Et donc ça, c'est ce que pas mal d'outils font. Et puis, on peut vouloir supporter un langage réel au complet. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. Donc, il y a toute cette dimension qui existe. Ce que je vais vous faire maintenant, c'est que je vais vous présenter une analyse. Je vais vous présenter comment on peut la faire de deux façons différentes, une façon statique et une façon dynamique, qui sont assez différentes. Et puis, je vous présenterai quelques autres choses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. On va aller un peu technique. Donc, si ce n'est pas clair, je préfère clarifier avant d'arriver à la fin. Donc, l'analyse qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle du slicing. L'idée du slicing, c'est qu'on a un programme ici à gauche. Ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a une variable somme, il a une variable produit. On va boucler de 1 à 10 et on va à chaque fois ajouter i à la somme et multiplier le produit par i. Donc, on va calculer la somme des nombres de 1 à 10 et le produit des nombres de 1 à 10. Après, on va afficher le produit. Donc, ça, c'est notre programme de base. Maintenant, l'idée du slicing, c'est de dire, voilà, j'aimerais bien comprendre ce programme, par exemple. J'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que telle valeur de produit est affichée ici. L'analyse, elle va prendre ce programme et nous donner une version minimale du programme qui préserve le comportement de cette ligne-là. Donc ça, c'est la définition de notre analyse. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un programme avec une ligne spécifique qu'on appelle un critère de slicing. Et en sortie, on reçoit une version minimale du programme qui préserve la sémantique du programme, donc qui a le même comportement que le programme initial pour la ligne donnée. OK? C'est une technique qui a plein d'applications. Ici, j'ai pris une screenshot d'un article où on liste un ensemble d'applications tout ce qu'on peut faire avec du slicing. Donc, on peut faire du debugging, on peut faire de la compréhension de programme si vous avez un programme assez grand. Donc, imaginez ici qu'on ne calcule pas une somme à un produit, mais qu'on a une fonction qui fait plusieurs centaines de lignes de code. On est intéressé au comportement d'une ligne. Ben, si on peut simplifier le programme, ça va nous simplifier la tâche. On peut faire du refactoring, on peut faire du re-engineering, on va transformer du code dans un langage, dans un autre. Donc, il y a plein d'applications. On peut vous détecter des vulnérabilités avec ça. Donc, cette analyse est utile pour plein d'autres choses. Et donc, on va se concentrer sur comment est-ce qu'on peut analyser ça. Donc, pour rappel, on a un programme de base, on veut simplifier ce programme tout en gardant la sémantique de notre critère. Une façon de faire, c'est de représenter notre programme par un graphe. Et donc, dans ce graphe, on va avoir des nœuds. Donc, ici, il y a juste les nœuds. Les nœuds correspondent à des éléments syntaxiques du programme. Donc, on a une fonction main, on a une initialisation de somme à 0, une initialisation de produit à 0. On a une boucle for qui, elle, contient aussi un ensemble de lignes, en quelque sorte. Puis, on affiche le produit, on retourne 0. Ça, c'est une représentation de notre programme et on va tracer des liens entre ces nœuds. Le premier type de lien, ici en pointillé, c'est ce qu'on appelle des dépendances de contrôle. Donc, l'idée d'une dépendance de contrôle, c'est de dire, pour que cette ligne s'exécute, il faut que j'ai exécuté main. En tout cas, l'exécution de cette ligne va dépendre de l'exécution de main. Même chose pour toutes les autres lignes qui sont dans main directement. Les lignes qui sont dans for, ben, même chose. Pour faire i égale 1, il faut que je sois rentré dans la boucle for. Et puis, si on a des dépendances de contrôle un peu différentes, en gros, c'est que le corps de la boucle va dépendre des conditions. Donc, si je reviens à mon programme, ben, pour exécuter ça, ça va dépendre du résultat de la condition aussi. Donc, j'ai une dépendance de contrôle entre cette ligne et cette partie du programme. Donc, ça, c'est notre premier type de dépendance. Le deuxième type de dépendance, c'est la dépendance de données. Et donc, ici, une première dépendance de données, par exemple, pour faire somme égale somme plus i, j'ai besoin de savoir c'est quoi la valeur de somme. Donc, j'ai une dépendance de somme à sa valeur initiale. Et j'ai aussi une dépendance de somme à cette valeur-là, mais on ne va pas représenter les boucles. J'ai aussi une dépendance de cette ligne-là à la valeur de i.
qui peut être défini à i égale 1 ou qui peut venir du i++. Et donc ça, ce sont des dépendances de données. Et donc on peut toutes les représenter, il y en a un certain nombre ici. Et donc là, une représentation de notre programme qui est un graphe. En fait, il y a pas mal de techniques d'analyse qui vont réduire le problème à un problème dans un graphe. Donc maintenant qu'on a ça, on peut voir c'est quoi notre critère, c'était cette ligne-là, et de là, on peut explorer le graphe pour retenir seulement les nœuds qui sont atteignables depuis cette ligne-là. Donc on va traverser les arcs en sens inverse en gros. Donc ici, qu'est-ce qui dépend, donc de quoi je dépends depuis ce nœud-là? Mais je dépends de la valeur de produit, parce qu'ici j'ai une flèche ici. Et puis je peux continuer comme ça, j'ai une dépendance de contrôle à main, j'ai une dépendance de données à cette ligne-là, etc. Je peux continuer jusqu'à arriver, je pense ici, à avoir exploré tous les nœuds que je peux atteindre en sens inverse depuis cette partie-là. Et ça me donne ma slice. Donc ça, c'est une technique d'analyse de programme statique. On n'a pas exécuté le programme, on a juste raisonné à partir de sa structure. Et ça nous donne notre slice. Maintenant, on va voir. Donc, oui, ce n'est pas des nouvelles techniques, ça, c'est voilà, ici un article de 93 qui fait exactement ça. On a le même programme, on a une représentation un peu différente de ce graphe de dépendance, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est une technique statique. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça dynamiquement. Il y a une technique de slicing dynamique qui date de 2014, qui est très basique, mais qui permet de donner un peu l'impression de comment ça fonctionne. L'idée, c'est on va prendre notre programme, on va le faire tourner. Donc ici, on a la description en pseudocode, mais l'idée, c'est vraiment, on enregistre le comportement du programme en l'exécutant une fois. Comme ici, ben, notre programme, on affiche le produit, et c'est cette ligne-là qui nous intéresse, ça tombe bien. Donc, le programme va afficher notre produit. Puis, on va supprimer un élément du programme, par exemple une ligne. On va recompiler, réexécuter le programme. Si ça nous donne toujours le même résultat, c'est que cette ligne n'était pas nécessaire au calcul de notre slice. Et donc, on peut la supprimer. Si par contre le résultat change, si on n'a plus notre produit qui est affiché, ou si le produit est affiché différemment, c'est que cette ligne était nécessaire à l'exécution de notre critère de slice. Et donc, on peut faire ça. Donc, il y a différentes considérations à prendre en compte quand on implémente ça en pratique, mais ici, on va juste supprimer une ligne à la fois et on va partir de la fin du programme. Donc, si je supprime la dernière ligne, je supprime l'accolade fermante, mon programme ne va plus compiler. Donc, je n'ai pas le même résultat, je dois la garder. Si je supprime le return, là, mon programme va compiler, il va s'exécuter, et en termes d'affichage, ce sera la même chose. Donc, je peux supprimer la ligne qui contient le return. Si je supprime l'affichage du produit, ben, le produit va plus s'afficher, donc l'exécution va être différente. Et donc, je peux continuer comme ça. Ici, si j'enlève l'accolade, le programme n'est pas valide syntaxiquement, donc il ne va pas compiler. Donc, j'ai besoin de cette ligne. Si j'enlève cette ligne-ci qui modifie ma variable produit, ben, quand j'afficherai mon produit ici, il vaudra 0, non, il vaudra 1. Donc, je n'aurai plus le même résultat. Donc, je dois garder cette ligne. Par contre, la somme, je peux enlever cette ligne-là. Si j'enlève cette ligne-là, compiler mon programme, le résultat sera exactement le même. Et donc, je peux continuer comme ça. La boucle for, on en a besoin. La définition de produit, on en a besoin. La définition de somme, on n'en a pas besoin. Et la définition de main, on en a besoin, sinon le programme n'est pas valide. Et donc, ici, on a identifié les lignes qu'on peut supprimer. On a calculé notre slice et on obtient notre résultat final. Donc, cette technique-ci, elle a exécuté le programme. Elle n'a pas spécialement raisonné en termes de dépendance de données, etc. Elle a juste observé ce qui se passe et de là, on en déduit un résultat qui est le résultat de notre analyse. Et donc là, on a deux techniques différentes, une statique et une dynamique, qui permettent de calculer la même propriété en quelque sorte. Et donc ça, c'est des techniques. Donc ça, c'est une technique qui date de 2014. Donc c'est des techniques classiques en quelque sorte. Moi, dans ma recherche, j'ai repris ce genre de techniques-là et je les ai appliquées à un langage qui s'appelle WebAssembly. Donc, je vais vite détailler ça. Donc, l'idée, c'est en fait, on prend ces techniques, on les applique à un nouveau langage et on regarde un peu, ben voilà, est-ce qu'il faut adapter certaines choses pour appliquer ces techniques. Donc, WebAssembly, qu'est-ce que c'est?
L'idée, c'est on a un langage assembleur qui peut tourner dans un navigateur, en gros. Donc, si vous avez des programmes dans différents langages, vous pouvez les compiler en WebAssembly. Ça vous donne un binaire que vous pouvez envoyer, distribuer sur le web. Ça peut s'exécuter dans un navigateur, ça peut s'exécuter sur un serveur avec Node, par exemple. Et donc, c'est assez récent comme technologie, ça a été standardisé en 2019. Et donc, il y a des programmes WebAssembly qui existent, ça commence à être utilisé un peu partout. Donc, il faut des techniques d'analyse pour pouvoir comprendre ces programmes. Par exemple, si on a un malware écrit en WebAssembly, on aimerait bien pouvoir analyser, voir ce qui se passe dans ce programme. Et donc, on a besoin de techniques d'analyse adaptées au langage. Ici, je vous mettrai un lien vers les slides par après, mais ici, il y a des outils qui permettent un peu de voir comment le langage fonctionne. Mais donc, on va pas aller ici en détail, mais brièvement, c'est un langage à pile. Et donc, quand vous exécutez des instructions, donc ça, c'est un exemple de programme, ben, vous poussez des valeurs sur une pile. Et donc ici, on met un argument, on met l'argument d'une fonction sur la pile. Puis on a un if. Le if, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la valeur au-dessus de la pile. Il va regarder si c'est 0 ou pas 0. Si c'est pas 0, il va considérer ça comme vrai. Il va aller dans la branche then. Et là, on va exécuter le reste du code. On peut appeler des fonctions, etc. Et donc là, on peut appliquer une technique de slicing statique sur WebAssembly. Et donc, par exemple, on a une instruction add qui va prendre deux opérandes sur la pile, les ajouter ensemble et pousser le résultat sur la pile. On a des dépendances de données. On a besoin de deux opérandes sur la pile. Donc, si ça, c'est notre critère de slice, on a besoin des deux instructions précédentes qui vont pousser les valeurs sur la pile dans notre slice. Pour que ce code-ci s'exécute, ben, on a une dépendance de contrôle au if. Donc, il faut que le if s'exécute aussi. Donc, il va faire partie de notre slice. Pour que le if s'exécute, on a une dépendance de données du if parce que le if a besoin de regarder la première valeur sur la pile. Donc, on a besoin de pousser une première valeur sur la pile. Et donc, ça nous donne une slice statique de notre programme. Si on fait ça naïvement, juste comme ça, en fait, on a une erreur parce que ce programme n'est pas un programme valide en WebAssembly. Et dans ma recherche, dans l'article que j'avais présenté l'année passée, mais on montre comment on peut reconstruire et obtenir une slice qui va s'exécuter. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai développé, que j'ai implémenté, et j'ai évalué cette approche. Et pour ça, ben, j'ai calculé, à partir d'un ensemble de binaires, tout plein de slices différentes. Donc ça a été évalué sur presque 500 millions de slices. Et donc ici, vous avez une représentation de la distribution des tailles des différentes slices. Et donc ça permet en moyenne de réduire la taille du programme de 50%. Et c'est assez rapide à calculer. En moyenne, le temps de calcul pour calculer une slice est d'environ 4 secondes. Comme il y a tellement de slices qu'on a calculé, c'est assez étendu. Donc on a des slices qui vont se calculer en majorité très rapidement, et puis il y en a quelques-unes qui vont être beaucoup plus lentes. Ouais. Est-ce que les slices, c'est des fonctionnalités vous intéressent aussi d'appliquer dans l'avance? Ça va. Donc, moi, je me concentre sur la technique en elle-même. En pratique, ça va dépendre de comment tu veux utiliser ce genre d'outil. Si tu dis, tiens, si imagine un binaire WebAssembly où tu as beaucoup d'instructions, tu aimerais bien comprendre le comportement d'une certaine instruction, pourquoi cette partie-là du code fonctionne comme ça. Ça peut être une instruction, ça peut être un bloc en instruction. Ben, tu peux utiliser un outil de slicing pour seulement garder ce qui est pertinent à ton analyse, à ta compréhension du code. Ouais. Ouais. Est-ce que ces techniques-là de slice sont liées pour faire de l'optimisation? C'est possible que ça ait été utilisé pour faire de l'optimisation. J'ai pas. Moi, c'est possible. Moi, à la base, je me suis intéressé à ça pour simplifier les programmes, pour faire d'autres analyses. Parce que quand tu fais une analyse de code, tu as 1 million d'instructions, ton analyse, elle va avoir beaucoup de mal. Alors que si tu peux slicer et avoir que quelques milliers d'instructions à la place, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est une technique statique. Maintenant, on peut voir une technique dynamique. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On veut appliquer l'approche dynamique que je vous ai montrée, qui s'appelle Orbs. Donc on aurait bien appliqué Orbs à du WebAssembly.
Mais il y a deux autres choses qu'on doit faire. Ben, si on part de programmes écrits en C, on va devoir les compiler en assembly à un moment. Donc, on va devoir compiler notre programme à un moment. À un moment, on va devoir appliquer orbs. Et puis, ce qu'on aimerait en faire, c'est extraire juste la fonction qui contient notre critère de slice. Donc, il y a trois étapes qu'on doit faire. En fonction de l'ordre dans lequel on les fait, ça nous donne différentes approches. Et donc, on part d'un programme C. On peut slicer le programme C, puis le compiler en assembly, et puis extraire la fonction. Ou on peut d'abord le compiler, puis slicer, puis extraire, ou d'abord compiler, puis extraire, et puis calculer une slice. Et donc, ça nous donne trois approches différentes ici. Et donc, on a un peu évalué quelles sont les caractéristiques de ces différentes approches et qu'est-ce que ça nous donne en termes de, de, de temps de calcul et de taille de slice. Et donc, en gros, il y a certaines approches. Donc, si on veut slicer sur tout le binaire en entier, donc on va considérer toutes les instructions du binaire comme possible suppression avec orbs, ben, on va être beaucoup trop lent. Donc ici, c'est le temps que ça a mis pour calculer les différentes slices. C'est une échelle logarithmique. Et donc, la ligne bleue ici, elle a un quart d'heure. Ben là, on est plus en termes d'heures pour calculer une slice. Ce n'est pas acceptable. Alors qu'on aimerait bien être en dessous d'un quart d'heure idéal. Et donc ici, la technique en orange et en vert, elles sont acceptables en termes de temps. Si on regarde en termes de taille, les trois techniques donnent des tailles assez similaires. Il y a juste celle-ci qui donne des tailles plus grandes. Donc, vous pouvez avoir une slice qui est plus grande que votre programme original. C'est assez particulier. Mais en fait, c'est parce qu'on slice au niveau du code C. Donc, on simplifie le code C. Puis, on va compiler le programme et le compilateur, il va faire des optimisations et va pouvoir augmenter la taille du code s'il désire que c'est nécessaire. Et donc, ça, on a un peu observé. Et donc, pourquoi est-ce qu'on regarde ce genre de choses dynamiquement, en tout cas dans ce cas-ci? Mais l'idée, c'est que ça nous permet de voir un peu quels sont ces slices et les comparer après à nos slices statiques pour dire, tiens, en fait, dans la slice dynamique, on a pu supprimer des choses en plus. Généralement, une technique de dynamique de slicing va être beaucoup plus agressive. Et donc, on peut voir que notre technique statique, elle a manqué certains trucs qu'elle aurait pu supprimer. Et donc, ça nous permet après d'améliorer l'approche statique, de voir où sont les possibles améliorations. Donc voilà, ça c'est la partie. Donc on a vu deux approches pour faire du slicing, une statique et une dynamique. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait ces dernières années. Un autre aspect au niveau de la recherche qui m'intéresse beaucoup, c'est si on regarde dans les analyses de programmes, à quel point elles supportent les fonctionnalités des différents langages. Donc ici, je vous avais parlé d'Astray, cet outil qui permet de vérifier du code C, pour, par exemple des erreurs d'overflow. Ils ont par exemple utilisé Astray pour vérifier le code des Airbus A380. Donc quand vous voyez en Airbus A380, le code de contrôle a été vérifié par des outils d'analyse. Et ce code de contrôle, c'est quel genre de code? En fait, c'est du C, mais dans lequel on a enlevé un ensemble de fonctionnalités qui sont compliquées à supporter par la technique d'analyse. Donc c'est du C qui ne fait pas d'allocation dynamique, donc vous ne pouvez pas faire de malloc, de free, et dans lequel il n'y a pas de récursion. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire ce genre d'analyse, mais sur des programmes qui ont de l'allocation dynamique, de la récursion? Parce que si on regarde un programme dans un langage plus moderne, donc ici on a un exemple en Go, on fait un tri par fusion. On a de l'allocation dynamique, donc ici on crée des structures qui vont être allouées dynamiquement, par exemple. On a de la récursion, donc pour faire un tri par fusion, on a un tableau, on va le séparer en deux et on peut s'appeler récursivement sur la moitié de chaque tableau, jusqu'à ce qu'on arrive à un tableau unitaire. Ici, en Go, il y a un mot-clé Go qui permet de créer un fil d'exécution. Et donc, en fait, on fait ça, ces deux opérations-là, on les fait en parallèle. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué par les techniques d'analyse à supporter. Ici, la fonction CMP, une fonction de comparaison de deux entiers, mais elle n'est pas définie dans notre programme ici, elle est définie par la personne qui appelle la fonction de tri. C'est ce qu'on appelle une fonction d'ordre supérieur. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué à supporter par les techniques d'analyse. Et puis finalement, on a un ramasse-miettes qui va par exemple gérer notre mémoire, plutôt que de laisser la personne qui développe le programme désallouer la mémoire, ça va être géré pour nous. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à considérer.
Et donc, il y a vraiment une différence entre ce que les outils existants permettent de faire et ce qu'on aimerait, dans un monde idéal, pouvoir avoir. On aimerait bien avoir des outils aussi puissants qu'Astray, mais pour des codes très dynamiques. Et donc, dans mon sujet de doctorat, c'était l'analyse de programmes concurrents. Donc, j'avais présenté différentes techniques qui permettent de faire de l'analyse par interprétation abstraite de programmes concurrents. Et donc, l'idée, c'est quand vous avez plusieurs fils d'exécution en même temps, qui peuvent modifier de la mémoire, par exemple, l'ordre des opérations est important. Et donc, si vous devez faire de l'analyse statique là-dessus, vous devez explorer les différents états possibles du programme. Et donc, vous retrouvez avec un problème d'explosion. Donc, ici, on a le graphe des possibilités pour un programme qui contient deux processus qui font deux instructions. Donc, soit on fait une instruction dans A, puis dans B, puis dans A, puis dans B, soit on fait A, puis B, puis B. Et donc là, on a déjà un ensemble de possibilités, alors qu'on n'a que deux processus et deux instructions. Dans un programme concret, on va avoir plusieurs millions d'instructions et peut-être plusieurs dizaines de processus. Donc, j'avais présenté dans mon doctorat différentes techniques pour améliorer la montée à l'échelle de ce genre d'analyse. Et donc ça, c'était une approche statique pour ce genre de choses. Et je ne sais pas en termes de temps, j'ai encore une dernière type d'analyse à vous présenter. Et donc ça, c'est toujours lié à la concurrence. En 2018, je crois, j'avais été faire une visite d'un chercheur au Danemark qui développe le langage Flix. C'est un langage fonctionnel logique, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. C'est un langage qui, quand j'avais été le visiter, il avait rajouté la concurrence à ce langage-là. Il avait utilisé la concurrence inspirée de Go. Et c'était des étudiants qui avaient implémenté ça. Et implémenter un modèle de concurrence, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, il avait une implémentation. Et il se doutait qu'il y avait des bugs, mais il ne savait pas trop comment trouver ces bugs et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y a pas de bugs, comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'il faudrait écrire comme programme pour trouver des bugs dans mon implémentation. Et donc ici, on a un programme simple qui utilise ce modèle de concurrence. Donc on a des canaux de communication. Ici, on a des canaux de communication qui peuvent envoyer des booléens. Donc on a C1, C2, C3. Puis on crée des fils d'exécution qui vont pouvoir envoyer des valeurs sur ces canaux. Ça, c'est exécuté en parallèle. Et dans notre programme principal, on va attendre d'avoir des valeurs sur nos différents canaux. Donc ici, on va recevoir une valeur sur C1, on va recevoir une valeur sur C2, on va recevoir une valeur sur C3. Cette opération de recevoir une valeur, elle est bloquante. Donc quand j'attends une valeur, s'il n'y a pas de valeur, je vais continuer à attendre jusqu'à ce que j'ai une valeur. Donc ça, c'est un exemple de programme. Si on le modifie un peu, qu'on rend cette partie à droite un peu plus compliquée, en fait, là, on a un deadlock. Ce programme-ci, il fait exactement la même chose que le précédent. L'instruction select, elle va prendre un des différents cas et choisir un qui peut avancer et l'exécuter. Mais en fait, dans tous les cas, on se retrouve à recevoir une valeur sur chacun des canaux. Donc, normalement, c'est le même programme. Mais en pratique, celui-ci, il a un deadlock. Et donc là, on a trouvé une erreur d'implémentation dans notre langage. Et donc ça, c'est un programme qu'on a généré automatiquement. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on a pu générer ce genre de programme pour trouver des bugs dans un langage. Ça se base sur une technique qui s'appelle le fuzzing. L'idée du fuzzing, c'est assez simple. On a un programme à tester, par exemple, une librairie de manipulation d'images. Donc, cette librairie, elle reçoit une image en entrée, elle fait quelque chose avec, et elle nous donne une image en sortie, par exemple. Et donc, on va lui donner une première image en entrée, appliquer la librairie. Si elle ressort quelque chose en sortie, ou là, à ce moment, tout va bien. Si elle plante, on a trouvé une erreur dans la librairie. Et l'idée du fuzzing, c'est qu'on va modifier les parties de cette image, peut-être rendre cette image un peu invalide, va exécuter ça, et soit notre librairie, elle va fonctionner, ou dire non, c'est une image invalide, mais peut-être qu'elle va cracher, peut-être qu'il y aura une erreur de segmentation. À ce moment-là, on a trouvé un bug dans notre librairie. Et donc l'idée, tout l'intérêt ici, c'est comment est-ce qu'on va modifier cette image pour pouvoir essayer de trouver des bugs dans notre librairie. On peut appliquer ça à un langage de programmation. Donc, ce qui nous intéresse à tester, c'est le langage en lui-même. Donc, on a un compilateur, un interpréteur, quoi que ce soit. Ça prend en entrée un programme et ça sort quelque chose. Le programme s'exécute ou l'interpréteur plante, par exemple.
si l'interpréteur plante, ben, on a trouvé peut-être un bug dans notre interpréteur. Et là, on va pouvoir modifier le programme pour essayer de générer des bugs. Et donc, l'approche pour poser un langage, c'est on génère un programme qui satisfait une certaine propriété. On va voir par après quel genre de propriété. On exécute le programme, on vérifie si notre propriété elle est valide. S'il n'est pas valide, c'est qu'il y a une erreur dans notre langage. Dans le cas de la concurrence en Flix, ben, la propriété qu'on s'est fixé à regarder, c'est est-ce que le programme termine. Comment est-ce qu'on vérifie si un programme termine? C'est un problème non résolvable, mais ce qu'on peut faire, c'est dire, voilà, si on génère des programmes assez simples, ben, il devrait terminer assez vite. Donc, on va mettre un timeout de 30 secondes. Si après 30 secondes, le programme n'a pas terminé, il y a peut-être un deadlock. Ou il y a peut-être autre chose qui s'est passé, ou peut-être que si ça a craché, ce n'est pas normal. Donc, on va faire ceci. Comment est-ce qu'on génère un programme aléatoirement? Ben, si on essaye de générer du texte aléatoirement, ben, ça, ce n'est pas un programme valide. Peut-être dans certains langages, mais en tout cas, en Flix, ça n'est pas valide. Donc, générer des chaînes aléatoires, ça ne va probablement pas nous donner des programmes valides. Si ça nous en donne un, c'est qu'on a eu beaucoup de chance. Alors, on peut se baser sur la grammaire d'un langage. Le langage il est défini par sa grammaire. On peut dire, ben, on va prendre des mots-clés, on va prendre des noms de variables, on va assembler tout ça selon les règles de la grammaire du langage. Donc, ça nous donne ici quelque chose qui ressemble un peu plus à un programme. Mais ici, on définit une variable x qui vaut 5 et puis on l'appelle comme une fonction. Et donc, en fait, on a généré un programme qui syntaxiquement a l'air d'avoir du sens, mais on ne peut pas exécuter ça. Et donc, au niveau du langage, par exemple, il va y avoir un type checker qui va dire non, attention, x est un entier, tu ne peux pas l'appeler. Et donc là, on a généré un programme, mais ce programme ne type pas, donc ce n'est pas encore suffisant. On peut générer des programmes qui sont correctement typés. Donc, ça, il y a des techniques. Ça, il y a une technique qui a été présentée en 2011 pour faire ça. Donc, si on génère ce programme, on a un type correct. Donc, ça va parser, ça va typer. On peut l'exécuter. Sauf que ben, ici, on crée un canal et on reçoit une valeur sur le canal, mais il n'y a jamais personne qui envoie une valeur. Donc, on a un programme qui ne va pas terminer ici. Ce n'est pas ce genre de programme qu'on veut générer. Et donc, il y a moyen, des techniques qui permettent, avec ce qu'on appelle des effets, de générer uniquement des programmes qui vont terminer. Et donc, ici, on crée un canal de communication, on envoie une valeur dessus. Il manque la flèche ici à gauche, mais on reçoit une valeur, et donc là, on envoie une valeur, reçoit une valeur, tout va bien. Et donc là, le programme, il part, c'est type et il termine comme il faut. Et donc, on peut, après, une fois qu'on a cette technique-là, on peut générer tout un ensemble de programmes. Comment est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on a un ensemble de règles. Donc ici, voilà, c'est dans l'article qu'on a défini plus formellement c'est quoi les règles pour générer des programmes. Et donc, en fait, on a des règles qui vont créer des sous-programmes. On a des règles qui vont étendre des parties d'un programme. On a des règles qui vont réordonner des choses. Et l'idée, c'est d'un peu avoir suffisamment d'aléatoires là-dedans pour avoir des programmes intéressants. Et donc, ça, on a un modèle mathématique pour définir ça. Ça nous donne une version mathématique d'un programme, et là, on peut la compiler en Flix, mais on peut la compiler dans d'autres langages aussi. Et donc, on a fait tourner ça sur Flix. Ça vous a donné le bug que je vous ai montré au début. Ça vous a donné aussi ce programme-ci qui fait planter le compilateur. Enfin, le compilateur nous donne du bytecode, donc génère du code illégal. On a appliqué ça à d'autres langages. On a appliqué ça au langage Kotlin. Et donc, ici, il y a un programme qui est un peu plus long. Mais si on le lance sur Kotlin, sur des anciennes versions, ça va nous donner une exception, alors que le programme est censé fonctionner correctement. Sur Crystal, ici, ben, j'ai perdu le message d'erreur, mais ça me donnait aussi une erreur dans le langage. Je pense que c'était un deadlock dans ce cas-ci. Et donc voilà, donc avec des techniques comme ça, on peut trouver des erreurs dans des programmes réels, donc par exemple dans des langages. Et donc ce genre d'erreur, ça peut impacter plein d'utilisateurs. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que j'ai fait par le passé. Maintenant, en termes d'étudiants que je supervise, donc je suis assez récent ici, comme je suis arrivé l'année passée, mais je supervise certains étudiants dans l'université où j'étais avant, à la VUB à Bruxelles. Donc pour donner un peu une idée de genre de sujet qu'on peut faire dans ce domaine-ci. Donc Bram, lui, son sujet, il fait de la vérification de contrats. Un contrat, c'est une sorte de type très riche qu'on peut ajouter comme annotation à des parties de notre programme. On peut dire ça, ma fonction carré, par exemple, c'est une fonction qui prend un entier et qui va me retourner un entier positif.
Donc l'aspect en type positif, c'est pas juste un type, c'est une information plus qu'un type. Et donc on peut vérifier automatiquement des parties de ces contrats. On ne peut pas vérifier tous les contrats, c'est compliqué, mais on peut faire ce qu'on appelle la soft vérification pour dire ces contrats-là, ils ont été validés. Et puis ceux qui ne sont pas validés, on peut à l'exécution vérifier ou checker qu'ils sont corrects. Jens, lui, il fait de l'analyse incrémentale. Et donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, imaginez, vous êtes dans votre IDE, vous avez votre code qui est analysé par un outil. Si maintenant vous faites une modification, ben, l'outil va devoir tout réanalyser, tout votre code, ça peut prendre du temps. Et l'idée de l'analyse incrémentale, c'est de dire, on a un diff en termes de code, donc on a une modification qui est faite dans le code, comment est-ce qu'on peut faire une modification dans le résultat de l'analyse pour ne pas devoir tout recalculer depuis le début. Noah, lui, fait de l'analyse adaptive. Et donc, l'idée ici, c'est qu'une analyse, il y a un ensemble de paramètres qui vont, par exemple, pouvoir jouer sur sa précision. Ces paramètres, généralement, ils sont fixés au début, puis on lance l'analyse, elle calcule un ensemble de choses, et puis elle termine. Puis on se rend compte, bah, tiens, il fallait peut-être plus de précision, on peut augmenter la précision, relancer l'analyse. L'analyse adaptive, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va automatiquement, durant l'analyse, rechanger la valeur de ces paramètres. Puis j'ai deux étudiants à la maîtrise que je co-supervise qui, eux, font de l'analyse de WebAssembly. Là, l'idée, par exemple, donc, Walid, il fait de la mesure de similarité de code. L'idée, c'est de dire, on a deux binaires, à quel point est-ce qu'ils sont similaires. Si on calcule une somme de contrôle, on peut voir si c'est les mêmes ou pas, mais peut-être qu'ils sont les mêmes à 80%. Et alors, si c'est les mêmes à 80% et qu'il y en a un qu'on sait que c'est un malware, ben, peut-être que l'autre, c'est aussi un malware ou pas. Donc, l'idée, c'est un peu de voir un peu comment est-ce qu'on peut mesurer à quel point deux binaires sont similaires. Et Isan, elle fait de l'identification de bibliothèques dans des binaires, c'est un peu la même idée. Et voilà, j'ai ce binaire qui contient plein de fonctions. Je n'ai pas envie d'analyser toutes les fonctions à la main. Peut-être que je vais avoir un outil qui va me dire, mais cette fonction-là, c'est string copy de la libc. Donc ça, c'est le genre de sujet que certains étudiants font. Si ça vous intéresse, ce genre de domaine, donc, c'est assez lié à pas mal d'autres sujets. Donc l'analyse de programme, voilà, c'est le sujet principal, mais c'est lié à la sécurité. C'est lié au concept de langage. C'est quoi la sémantique d'un langage? Comment est-ce qu'on compile des langages? Moi, un domaine que j'aime bien, c'est le domaine des langages fonctionnels. Et donc, en fait, beaucoup de techniques d'analyse que j'ai fait, c'est sur des langages fonctionnels. Ça rajoute certaines complexités au sujet. Si ça vous intéresse, il y a un cours cet hiver que je donnerai sur l'analyse de programme pour la sécurité logicielle. C'est un cours à la maîtrise doctorat, mais c'est accessible en fonction des programmeurs, c'est ça, voilà. Et après, sinon, vous pouvez toujours me contacter. Mon bureau PK 4735 où je suis disponible pour des questions maintenant. Donc voilà. Et si vous voulez avoir accès au site, ici vous avez l'URL. Vous pouvez avoir accès à ça avec les références qui sont dedans. Merci. L'autre monde attention à faire. Je vous invite à vous servir tout de suite des cafés si vous voulez. Pas tout le monde s'est servi, on s'assoit puis on peut poser des questions. Ça. OK, juste une petite parenthèse, malheureusement, la salle est réservée jusqu'à 45 fois, fait que c'est tard, mais on a 15 minutes pour au moins 40 minutes. Il est 20. Et 20, on a fait. Merci à toi d'avoir organisé. Bonsoir. Je peux garder les questions. Oui, bien sûr.